Hey, bonjour, c'est Pablo Mira pour 168, un épisode qui commence vraiment à l'arrache. Je crois que j'ai jamais commencé un épisode autant à l'arrache. Il y a de la sueur, il y a de la nourriture sur le bureau, il y a de la paperasse, il y a des post-it, il y a une langue de belle-mère. La fête, excellent. Non, je sais même pas pourquoi. C'est le bordel comme ça. Ça me stresse. Je tenais à dire que quand je fais quelque chose dans des conditions bordéliques, ça me stresse. J'ai un coup de chaud qui est en train de parcourir mon échine dorsale. Ça se dit échine dorsale ou pas? Attends, je sais même pas si c'est dans le dos l'échine. J'espère que vous allez bien. Hein. Vous savez, je le pense pas souvent, hein, ce genre de choses. Je suis rarement dans l'empathie, rarement dans la compassion. Voilà, hein, sans doute à cause d'une éducation à base de martinet, hein. Martinet qui, selon mes parents, n'a jamais existé, hein. Il y a une fois, je suis allé voir ma mère, je fais: tu te souviens, on avait un martinet dans le placard quand on était rue Abdelkrim. Et ben ma mère a fait: comment ça, un martinet? Mais il n'y en a jamais eu, mais tu l'as inventé. Alors que non, ma mémoire se souvient du martinet, mémoire épidermique. Euh, que vous donnez Que vous donnez comme nouvelle, hein, cette semaine? Il s'est passé des choses dans ma vie, essentiellement professionnellement, hein. Oui, alors personnellement, il s'est passé des choses. Oui, j'ai fait zizi pampan hier soir, hein, voilà, comme tous les soirs de pleine lune avec Mamour. Mais non, mais c'est surtout professionnel, hein. J'ai fait mon petit retour à la télé. Je suis retourné à quotidien. Vous l'avez peut-être vu. J'ai essayé de faire ça. Bien, j'ai essayé de faire ça efficacement. Tout n'est pas parfait encore, hein. On travaille pour améliorer le format. On essaye de se détendre. On essaye d'écrire pour que ça marche. On essaye de mettre du GHB dans le verre de Paul Gasnier. On fait ce genre de choses pour essayer de proposer un bon moment. Et profiter, parce que bon, le format, il est pas trop mal. Je pense qu'il va prendre, hein, pour la saison. Ça fait plaisir, hein. Il est plutôt pertinent en cette année d'élection, voilà, et de droitisation de la pensée des médias. Euh, mais en tout cas, surtout, profitez-en parce que de l'humour qui essaye de raconter un petit truc, et ben en télé, il y en a quasiment plus. Ah non, 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 c'est fini. Ça, c'est vraiment fini. Là, le constat, je l'avais fait déjà un peu l'année dernière. Cette année, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'humour à la télé, hein. Bon, il y a des fictions pas très drôles, des séries, des films pas très drôles qui passent sur des chaînes. Il y a des émissions de divertissement pur, hein, genre VTEP, Fort Boyard, District Z, que sais-je. Il y a quelques chroniqueurs qui restent, mais sinon le reste c'est mort de chez mort. Pour de l'humour qui raconte quelque chose sur la société, il n'y a quasiment plus personne, hein. Avant, il y avait du monde. Bon, il y avait Canal qui portait tout, hein. Il y avait 15 humoristes par jour sur Canal. Ça racontait des choses. Il y avait des choses plaisantes, hein. Ça racontait des choses et puis c'était très drôle. Là, pff, hein, il y a vaguement deux trois chroniqueurs qui racontent encore qu'ils ont eu des nouvelles baskets. Il y a deux trois personnes qui font des vannes, mais sinon il n'y a plus personne. C'est la fin. Les gens sont fatigués. Ils n'ont plus envie de faire rire, hein. Ou alors ils vont sur TikTok, hein. Ils font des chorés, ils font des happenings avec la grand-mère qui est en arrière-plan, ce genre de choses. Mais voilà, pour peu que t'aimes un peu la satire, raconter des choses, bon bah, dernier des Mohicans. Voilà, là moi j'entends un peu de la musique, une cornemuse, je vois Daniel Day-Lewis débarquer de la forêt. On est, on est les derniers, hein. Ah, tout ça va se terminer avec la sixième extinction de masse, hein, j'imagine. Non mais voilà, écoute, c'est comme ça, hein. À un moment, la vie arrive et puis la vie repart. Mais après, en radio, il reste encore plein de choses, évidemment. France Inter, évidemment, où il y a un max d'humoristes qui ont des choses en vrai à raconter et pas forcément des trucs politiques, pour le coup. Marina Rollman, Guillermo Guise, qui sont assez bons, hein, quand même sur des exercices de chronique. Et ils ne parlent pas 10 000 ans de politique et de choses comme ça. Donc il y a encore des trucs sur France Inter, tu en as évidemment sur RTL, que ce soit quelques chroniques ou les grosses têtes, où tu as encore des passages quand même assez drôles, hein, quand même, hein. Bon, Europe 1, fini, on oublie. Mais il y en a encore un peu en radio, en télé, beaucoup moins, en presse écrite, au revoir. Et sur le web, bah,
YouTube, pas beaucoup d'humour qui disent des choses hein, sur YouTube, pas mal de trucs qui font un peu marrer, comme ça, des petites observations et tout, mais il n'y a pas grand-chose. Non, sinon, il y a une quantité énorme de contenus qui sont produits sur Instagram et TikTok pour faire marrer les gens, mais les faire marrer comme des Mongols, quoi, façon idiocratie. Euh, Ce qui est bien aussi, hein, voilà. Allez, tout ça va évidemment s'effondrer. On va prendre un jumbo de popcorn hein, à 17 € et puis on va regarder tout ça en mâchouillant du maïs soufflé. Écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma semaine professionnellement? Ah là là, je suis allé au festival Sérimania à Lille. Euh, Parce que je l'ai présenté il y a 2 saisons hein, de manière assez brillante, hein. Les gens m'appelaient le Ricky Gervais Black. Et non, et donc je l'ai présenté et ça s'était très bien passé. L'équipe qui organisait ça, on s'était vachement bien entendu. Et d'ailleurs, Sérimania, les amis, c'est à Lille. Je fais rarement la promo de trucs, je m'en rends compte. Sérimania, c'est un bon festival. Il est bien, il est populaire, il est bien foutu, il commence à être et glamour et populaire en même temps, ce que n'a pas le Festival de Cannes, par exemple. Mais franchement, c'est vraiment très très bien. Et donc j'y étais allé pour la cérémonie de clôture qui était présentée par Alex Vizorek, qui a très bien fait le boulot, évidemment, hein, sauf en termes de parois abdominales. Euh, et, et alors il y avait un tapis rouge, il y avait un tapis rouge pour aller à la cérémonie de clôture. C'était l'une des choses les plus artificielles que j'ai vues de toute ma vie, à égalité avec le tang, la boisson le tang. Vous savez, cette poudre qui peut au fait tout simplement ronger un mur et dans laquelle on mettait de l'eau pour que ça fasse une boisson un peu sucrée. Bon bah voilà, il y a le tang et il y a les tapis rouges en termes de trucs artificiels. Alors ça fait du bien à l'ego hein, parce qu'on passe comme ça et puis il y a des gens qui font Pablo, Pablo. Ah non, en fait c'est Philippe Lachaud. Et ça fait du bien à l'ego, mais c'est très, 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 très étrange. Un tapis rouge, on se sent pas bien en fait. C'est très bizarre, c'est comme si sur 50 mètres, on marchait, qu'il y avait des gens qui, qui nous éjaculaient dessus au fait. C'est un peu ça, quoi. C'est très flatteur, hein. C'est très flatteur. Mais c'est comme si on se faisait lapider de sperme, en fait. C'est vraiment ce truc-là. Donc, les gens nous aiment, mais on se sent un peu pas très bien, un peu sale à la sortie d'un tapis rouge. Et en même temps, c'est de la saleté plaisante, hein. On est content, on est là. Ensuite, on essuie un peu son costard. En fait, putain, ça colle déjà. Et donc, bref, il a fallu faire ça. Et alors, il y a eu un autre phénomène pendant le festival. Ça, pour le coup, c'était pas organisé par le festival. Le tapis rouge, oui, c'était organisé par le festival, mais ce que je vais vous décrire, non, c'est les chasseurs d'autographes. Hein, j'en croise quelquefois, parfois, en sortie de studio, télé, radio et tout ça. Et là, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, le long du tapis rouge, évidemment, au moment de l'ouverture de la cérémonie, mais surtout, il y en avait dans la ville. Genre, à peine descendu du train, il y avait déjà des gens au bout du quai qui nous ont un peu suivis aux sorties de la gare et qui sont venus nous demander des photos et des autographes. Mais alors, ils demandaient ça à tout le monde. Ils demandaient ça à tout le monde, ils demandaient pas ça qu'à moi. Donc, c'était vraiment la démarche, c'était vraiment d'avoir un livre ou un appareil photo rempli de photos avec des gens connus ou un livre rempli d'autographes de gens connus. Et j'ai du mal à comprendre la démarche. Je ne vois pas quelle est la valeur d'un autographe pris à l'arrache d'une personne un peu connue et surtout pour qui tu représentes rien parce que c'est très étrange, c'est qu'on sent que c'est des gens que tu intéresses que parce que tu es connu, mais qui n'aiment pas ce que tu fais, ou qui accrochent pas spécialement, ou qui connaissent pas très bien. Donc c'est très très étrange parce que c'est une démarche quand même de fans d'aller demander un autographe ou d'aller demander une photo. Mais là, c'est des fans qui sont pas fans. Et c'est très 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 bizarre. T'as l'impression que t'es juste pour eux un, un faire-valoir ou une espèce de figurine dans une immense collection. C'est comme les figurines pop, tu sais, faut avoir le kiff, c'est d'avoir un mur rempli de toutes les figurines pop avec Luke Skywalker, Son Goku, Harry Potter. Bon bah, tu sens qu'ils ont un mur chez eux et que toi t'es juste une case
dans ce petit mur. C'est peut-être ce côté accessoirisation qui est pénible. Mais en tout cas, c'est très, très, très étrange. De toute façon, moi, j'ai jamais compris la démarche des autographes. Alors, les autographes, moi, ça me sidère. Vraiment, je ne comprends pas. Les photos, je peux comprendre. Hein, on a envie d'être vu, on a envie d'immortaliser l'instant où on a croisé la personne physiquement. Euh, alors, tu me diras, oui, un autographe, ça immortalise aussi, mais je trouve le visuel plus fort pour le coup. Et l'autographe, j'ai du mal à comprendre ce principe-là. Bref. En tout cas, j'ai fait ce tapis rouge qui a renforcé mon ego. J'ai signé des autographes qui ont renforcé mon ego et je suis prêt pour cette saison à être un monstre narcissique euh, et en même temps voilà, un petit peu attractif. Non, monstre narcissique, hein, évidemment, on a envie d'être beau, on a envie d'être aimé. Ça, c'est le lot de toutes les personnes, hein, voilà, de personnalités publiques. Malheureusement, ça fait de nous des monstres. D'ailleurs, pour la télé, hein, quand j'ai su que j'allais revenir à quotidien, je me suis mis au sport vénère pour être beau, au fait, parce que c'est marrant parce que je suis humoriste. Donc comment dire, mon principal objectif, ça reste quand même de faire marrer les gens, mais il y a toujours une petite case qui dit ouais, fais-les marrer, ouais, ça, ouais, bien sûr, c'est le plus important, mais sois un peu baisable aussi. Il y a toujours cette petite case. J'ai pas abandonné ce que je devrais faire. Hein. Euh, la case. La case, ça c'est un vrai truc. Les humoristes qui veulent devenir baisables. Pour moi, ça c'est arrivé avec Thomas Sisley, qui était vraiment le premier humoriste beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Il y a eu Franck Dubosc qui était un peu beau gosse, mais il jouait le beau gosse un peu ringard et machin. Mais le premier humoriste qui a assumé la beau gossitude, euh, c'est Thomas Sisley. Et depuis, il y a beaucoup d'humoristes baisables qui veulent être baisables. Et je me mets dans l'eau, malheureusement. Alors, tout le challenge, c'est de faire en sorte que l'envie d'être baisable ne dépasse pas 5% de la motivation. Si elle dépasse 5%, c'est plié, tu deviens plus très drôle, tu t'occupes juste de ton look et du fait d'être attirant, mais, euh, mais bon, tu peux te permettre 5% quoi. Et c'est du boulot. C'est du boulot d'essayer de rester baisable. En tout cas, pour moi ça l'est. Hein. C'est-à-dire que naturellement, spontanément, mon mode de vie de base, normal, sans se forcer, fait que je suis un laideron. Vraiment, je prends pas très soin de moi, je bouffe n'importe quoi, je fais pas énormément de sport. Donc pour vraiment rester dans la catégorie passable plus, il faut que je fasse un effort. Et c'est un enfer. C'est un enfer pour moi de rester baisable. Hein, que ce soit pour le public ou que ce soit pour Mamour. Parce qu'évidemment, je vais rester un petit peu attirant pour elle. Hein. L'idée, c'est que la relation se maintienne. Donc pour ça, je fais des vannes et j'essaye de rester voilà, attractif. Mais c'est un enfer. Déjà en termes d'alimentation, 98% de ce que je peux acheter en supermarché, bon, bah déjà, ça détruit mon corps. Ça brise mon côlon. Ça crée des poches de graisse autour de mon ventre, de mes épaules, de mes cuisses. Donc voilà, donc l'alimentation de base de notre société, à cause de de mon métabolisme et sans doute de ma flore intestinale, je dois manquer de microbiote, ça me transforme en gros. Ça, c'est la base. Donc déjà, j'ai l'effort de devoir manger uniquement les 2% d'aliments que me permettent cette société, qui sont généralement des aliments chers. Donc ça, c'est la première démarche. Il faut les trouver, il faut les choisir, hein, et pas choisir la burrata qui est juste à côté avec la bonne huile d'olive qui fait plaisir, et puis les petits oignons frits, machin et tout. Donc ça, voilà, et puis faut l'acheter. Et puis après, il faut faire du sport, évidemment, pour être dessiné là comme ça avec des abdos de FDP là qui ressortent comme ça et tout et ça évidemment hein, vu que j'ai bien sûr 83 ans à l'intérieur de mon corps, ça c'est terrible, c'est à dire qu'à chaque fois que je fais du sport là c'est officiel hein, j'ai 35 ans, à chaque fois que je fais du sport je frôle l'AVC et ça il faut que je le fasse minimum 3 fois par semaine, il faut que 3 fois par semaine je frôle la mort. C'est-à-dire que quand je vais cavaler ou que je fais un peu de sport à la salle, je vais très rarement dans les salles, mais quand je vais cavaler, bon bah il y a toujours le 18 qui est prêt à être, ou le 15, ou le 112, ou je sais pas quoi, qui est prêt à être composé. Je cours avec ce numéro prêt, il est là, il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit symbole du combiné vert là pour appeler. Je cours avec
cette peur, l'effroi de faire un AVC. Et ça, il faut que je le fasse plusieurs fois par semaine pour arriver à rester un chouïa baisable. C'est un enfer. C'est un enfer. Mais écoutez, c'est le prix à payer. Hein, c'est le prix à payer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour ce 168? Oh là oui, ça c'est un truc important. Alors là, pour le coup, c'est pas professionnel. Hein, je vous ai... Là, on rentre dans un truc plus intime. Euh, je me suis rendu compte cet été et encore cette semaine, puisque comme j'ai repris quotidien avec ce concept de revue de presse, de tout ce qui est médias et politique un peu réac, conservateur, droite dure ou extrême droite, euh, ça m'a rappelé ça cette semaine, mais je l'ai déjà vécu cet été, que malheureusement, et ça me fait mal au cœur de vous dire ça, vraiment j'ai un peu honte, je crois que je suis un peu de gauche quand même. Voilà, je le dis, j'ai honte parce que à un moment donné, je crois vers 2009-2010, j'étais très à gauche et j'ai cru que c'est bon, la politique, j'arrêtais d'adhérer à des idées politiques et que c'était plus pour moi et que je regardais ça en pur spectateur et que mes convictions politiques étaient mortes et enterrées et que j'étais profondément apolitique. Et depuis, je ne vote plus du tout, quoi. Je vote plus depuis, 2009, fin 2009, si je dis pas de bêtises. Et donc, malheureusement, là, la réalité revient et me dit, Pablo, attends, regarde ça, comment tu réagis? Eh ben, tu vois ta réaction. C'est une réaction de gauche. Je me suis rendu compte, bon, alors, première chose, évidemment, parce que c'est terrible. Bon, les gens qui sont vraiment à droite, hein, par exemple, tous les gens dont je vous ai parlé, que je vous ai décrit, et que je parodie pour le coup, dans la réac du réac, le truc de quotidien. Bon, alors, certains me font marrer. Pascal Pro me fait un peu marrer parce qu'il sait qu'il est un peu ridicule quand même. Et il le joue et il transforme ça en spectacle. Tu sens que le mec est pas dupe totalement. Mais alors les gens vraiment à droite, quand ils parlent, comment ils m'insupportent. J'ai vraiment... Ce que ça me réveille comme énergie, c'est genre, non mais pourquoi il parle lui encore? Mais qu'est-ce qu'il va dire comme merde encore? Mais tais-toi, mets ta veste en tweed beige et tais-toi. Et ça, c'est la réaction que ça me provoque. Donc ça, c'était le premier indicateur de, de, mon petit ADN de gauche. Alors, je dis pas que ma réaction est juste et saine, mais en tout cas, c'est un indicateur du fait qu'il y a un petit truc de gauche en moi qui s'active quand j'entends un discours vraiment de droite. Tu vois, quand j'entends un Ciotti, quand j'entends une Pécresse qui dit la place d'un clandestin, c'est dans un charter. Bon, bah là, j'ai envie de mettre des athémies. Voilà, je le dis, j'ai envie de mettre des athémies. Et ensuite, la grosse piqûre de rappel, c'est vraiment ce qui se passe en Afghanistan, au moment où c'était, bon, bah, là, il y a 2-3 semaines, là, l'effondrement absolu et que tout le monde voulait se barrer du pays. Et bah là, il y a eu, pour le coup, un petit retour quand même du clivage droite-gauche quand même. C'était un peu moins confus. Il y avait vraiment ceux qui disaient non, on les accueille pas parce qu'il s'appelle Abdoul au fait. Et puis t'avais les autres qui disaient bah au fait ils en chient quoi. Et viens on les accueille parce qu'en fait ils ont peur de mourir et peut-être que s'ils ont peur de mourir et qu'en plus ils connaissent un peu bien leur pays, c'est peut-être parce que vraiment ils vont peut-être mourir en fait, ou qu'ils souhaitent pas vivre dans une dictature vraiment de merde. Et genre là, moi, ça m'a réveillé un truc de base qui est de genre, en fait, on m'en bat les couilles, au fait, que ce soit des étrangers, des Afghans, de ce que tu veux, juste à des gens qui sont dans une galère absolue, euh, qui connaissent le danger qui les attendent, puisqu'ils l'ont déjà eu, et qui vraiment s'accrochent à des avions, quoi, tu vois. Bon, bah là, c'est accueil. Bah là, c'est accueil. Hein, on dit oui, on vient. Alors, vous allez probablement vivre dans des conditions pas faciles, les loulous, hein, je vous préviens. Hein. On va essayer de faire au mieux, mais c'est accueil. Euh, et donc ça, je crois, voilà, c'est encore un petit indicateur de gauche. Alors, il y a un autre indicateur qui est un peu plus subtil et puis un peu moins vrai dans l'absolu. Je le dis, hein, c'est un indicateur qui est pas béton, je vous le dis. C'est mon rapport à l'argent. Hein. Mon rapport à... Alors, il y a des gens de gauche qui aiment beaucoup l'argent.
c'est sûr. Il y a des gens de droite qui sont pas des grands fans d'argent, mais il y a une petite corrélation, un peu, quand tu discutes avec les gens qui, voilà, les gens qui sont très bourgeois, qui ont un vrai capital économique conséquent, bourgeois, bon bah ils sont un petit peu plus à droite, c'est comme ça. Et bah je me rends compte que j'ai un rapport à l'argent qui est un peu de gauche, un peu, c'est-à-dire que j'aime bien l'argent. J'aime bien en recevoir, j'aime bien le confort, j'aime bien la burrata, euh, j'aime bien m'acheter un beau vélo, par exemple. Mais trop d'argent, ça me met pas très bien, quoi. Ah, je suis... l'argent me fait un peu peur. Je le dis, je crois que je l'ai déjà évoqué dans un épisode de 168. J'aime bien en avoir, mais là, après, ça devient. Ça me met pas bien, ça me fait de l'eczéma au creux du bras, au fait. Et puis dans le cou, là, sur la zone à droite, là, par là. Voilà, vous voyez là, ici, bah, ça me fait de l'eczéma quand j'ai trop d'argent. Il y a ce truc-là. J'aime pas quand les autres ont aussi beaucoup trop d'argent, hein. Vraiment, ça me met pas bien. Par exemple, quelqu'un qui a 60 milliards, bon bah ça m'énerve. Il y a du sang dans les urines. Quand j'apprends ça, je vais aux toilettes, bon bah et voilà, je repeins tout, évidemment. Donc voilà, c'est un peu les trois indicateurs qui me disent que je suis encore un peu de gauche. Je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais vraiment voulu être apolitique. J'adore cette posture philosophique d'être apolitique. Alors je vais continuer à ne pas voter, hein, ça c'est hyper important. Mais quelque part, dans mes valeurs, à côté de faire des blagues et manger de l'huile d'olive, il y a toujours un petit peu de petites valeurs de gauche. Alors je vous promets que je vais essayer de faire disparaître ça, hein. On va mettre du Karcher, on va mettre du Bégon, hors de question, hein. On va dégager tout ça. Mais il en reste encore un petit peu. Désolé. Je tenais à terminer cet épisode en faisant une petite déclaration d'amour. Je marchais tout à l'heure dans les rues. Je réfléchissais à ce que je pourrais vous, vous dire pour cet épisode de 168. J'ai réfléchi donc à ce sujet du fait d'être politiquement à gauche. Et puis il y a une autre pensée qui m'est venue. Le rapport, donc je pensais au rapport à l'argent, le fait de pas trop aimer l'argent. Et je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'aime énormément, et je déclare ma flamme, à la classe moyenne. Aujourd'hui, j'adore la classe moyenne. Vraiment, je l'adore. Alors, je vous explique, hein, c'est très simple. Alors, pour que vous compreniez, la classe moyenne, bon, moi, je viens d'une classe. Alors, c'est compliqué. Soit je viens d'une classe pauvre plus, c'est-à-dire que j'étais dans le haut de la classe pauvre, j'étais pas dans le truc le plus misérable qui existe en France, mais voilà, c'était grosse galère, pas d'argent pour beaucoup de choses. Ma mère a passé sa vie à découvert. Elle a jamais gagné plus de, je sais plus, 1300 euros. Mon père, il n'est pas monté bien haut jusqu'à la retraite. On n'avait pas beaucoup d'argent pour les vacances, on n'avait pas beaucoup d'argent pour la bouffe, pour ce genre de choses. Bref, c'était pas la très grosse joie de vivre, mais c'était pas non plus la S absolue et ultime. Et puis après, je me suis un petit peu euh, élevé socialement dans une espèce de bourgeoisie bobo, hein, évidemment, puisque j'évolue dans le monde de la blagounette, mais avec des revenus quand même de un peu bourgeois, quoi. Et donc, ça m'a permis de taquiner un peu, de tâtonner un peu la zone un peu plus bourgeoise de notre société. Elle m'a fait chier. Elle m'a fait chier, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a il y a plus de confort quand on a plus d'argent, hein. Ça, c'est une loi de base. Et le confort, ça fait toujours un peu plaisir, hein. On est des êtres humains. Il y a une petite case dans notre cerveau qui dit: oh, le confort, ce siège-là, ah ouais, pour le dos, c'est vachement mieux. À la voiture, il y a plus de place au niveau des genoux, ce genre de choses. Donc, c'est mieux, le confort. Mais alors, ce que ça développe comme mentalité d'avoir beaucoup d'argent, moi, ça me déprime. Ça crée un peu des gens un peu, pas tous, un peu des gens un peu mous, un peu des gens qui ont peur parce qu'ils possèdent des choses, hein. Et quand on possède des choses, bah, on a peur de les perdre. C'est comme ça. Donc, c'est des gens qui ont un peu peur. Pas tous, hein, mais ça développe cette tendance-là. Donc en fait, la bourgeoisie, ça me fatigue un peu. Alors après, la pauvreté, non plus, je suis pas un grand fan. D'ailleurs, je connais personne qui dit la pauvreté, moi, je kiffe, j'aimerais bien rester pauvre toute ma vie. Alors il y a quelques personnes qui sont dans ce délire-là, moi j'y arrive pas, hein. Trop de pauvreté, ça crée un peu de la tension. J'ai connu ça donc pendant 20 ans.
20 ans, 20, 21 ans. Euh, Quand tu habites dans une zone pauvre, il y a une certaine tension, hein. Ça développe pas les mêmes névroses, hein, que la bourgeoisie. Ça crée un peu de désordre aussi. Il y a une petite corrélation, hein. Pauvreté égale bordel, bourgeoisie égale calme, mais ennui abyssal. Il y a une petite corrélation comme ça. Et donc, je suis pas un grand fan non plus de la pauvreté. Je suis pas un grand fan de la bourgeoisie et j'aime bien ce truc-là de la classe moyenne, quoi. C'est-à-dire on a un peu de confort, assez pour vivre agréablement. C'est-à-dire on a échappé au quotidien désagréable d'un point de vue confort, matériel, ce genre de choses. On a des interactions sociales avec les gens qui ne sont pas tendues ou vénères et en même temps on n'est pas tombé dans le piège de l'ennui et de la froussardise que développe la bourgeoisie. Donc je tenais à dire que la classe moyenne, c'est moyen, mais c'est bien. Voilà. J'aime beaucoup cette zone-là. Moi, elle me va bien, quoi. Donc je tenais à dire aux quelques gens de la classe moyenne qui restent que je vous embrasse fort pour cet épisode 268. J'embrasse évidemment tous les autres, hein. Les pauvres, les bourgeois, les très très bourgeois, les très pauvres, les nobles, les ragondins. J'embrasse vraiment tout le monde, tout le monde. Mais aujourd'hui, le béco, il est un peu plus fort pour la classe moyenne, hein. Je me rattraperai sur les autres épisodes. Allez, c'est la fin de cet épisode 268 justement. J'ai eu du plaisir à vous raconter tout ça, hein. Alors je sais que c'est un format, hein, comme je suis un peu plus authentique, un peu plus sincère que d'habitude sur ce format-là, il froisse des gens, hein. Si vous êtes froissé, écoutez, bon bah c'est pas grave déjà, c'est vraiment pas grave, vous avez le droit d'être froissé, c'est cool, la vie est belle, hein, ça donne du relief aux vêtements, mais c'est pas grave, hein. Et puis si vous avez plus envie d'écouter ce podcast, c'est pas grave non plus. Je vous fais des gros bisous. Alors pour ceux qui débarquent, par contre, bienvenue, ça fait plaisir, hein. Bon allez, je vous laisse ici. Passez une bonne semaine, hein. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, hein. Pas non plus de 1000 personnes, mais d'une ou deux autres personnes, voilà. Allez, besos.